Pour aller de Saïgon à Mito, essai du 4e RAC, il faut prendre le convoi à Foulam, premier poste de contrôle à la sortie de Cholet. Le tracé de la RC16 est rectiligne sur de longues portions et fait un coude pour traverser les deux Vaïcos sur des ponts identiques qui surplombent le fleuve et la plaine d'une hauteur à faire frémir. Aussi, fréquentes sont les patrouilles de surveillance des abords. Un pylône offre des vues étendues sur les lointains. Notons que le pont de Benluc sautera en 1952. Il faudra avoir recours à un pont-bateau dans un premier temps, puis déployer des moyens considérables pour le reconstruire. Première ville traversée et chef-lieu de province, Tanan est le PC du 10e RAC. Son secteur englobe les Vaïcos, affluent du Mékong sorti de la plaine des Joncs. Le secteur du Mito englobe les deux provinces de Mito et Gokong. Mito est une petite ville de style colonial, avec une église, une pagode et son génie du mal, de beaux casernements, des villas cossues et un agréable centre-ville. Le cyclopousse est très prisé pour la promenade. Les rues sont animées et les marchés permanents. Piétons et marchands ambulants circulent à pied, en charrette ou en pousse-pousse. Chaque année, la fête du Tet est l'occasion de réjouissance. Mito est une ville entourée d'eau, au confluent du Mékong et de l'arroyau de la Poste. Le trafic d'engins flottants de toutes sortes est intense. Une partie de l'activité et de la vie se passe sur l'eau. La campagne est plate, sans être monotone. Elle est parsemée de bosquets et de bois, et cloisonnée par des diguettes. Les vaches y sont nombreuses, mais les buffles y règnent comme animal à tout faire, cornaqués par des gnots. Les racks sont bordés de palmes sous le couvert des cocotiers. Leur traversée nécessite d'emprunter un pont de singe, souvent d'architecture sommaire, qu'un Européen en chaussures a du mal à emprunter en position verticale. Les habitants des villages situés en bordure disposent pour se déplacer de 100 pans, 3 planches en français. Amplifiés par la mousson et sensibles aux marées, les mouvements du Mékong contribuent à la nécessaire inondation de la terre en vue de la culture du riz qui requiert travail de la terre avec des socs ou râteaux tirés par un ou deux buffles, repiquage du riz par les femmes, récolte et le décortiquage après maturation. Mito est aussi un nœud de communication avec la voie ferrée venant de Saïgon, dont c'est le terminus, la RC16, cordon ombilical vers la pointe de Kamao, un embranchement routier qui conduit vers la province de Gokong. Le secteur dispose de 2 unités de légion étrangère, les bateaux blindés qui y tiennent garnison et un escadron de crabes du 1er REC, unité d'intervention. Sans oublier l'eau sous l'autorité d'un commandant de la marine Mito. La province de Gokong, tenue par le premier groupe, est entourée d'eau sur 3 côtés. Elle est très convoitée par les Viettes car elle est lieu de passage entre Saïgon et l'île de Bentré. Elle se situe face à l'entrée de la rivière de Saïgon. Elle constitue pour les Dai Doi un refuge de choix, la rive de la mer de Chine étant bordée de mangroves difficiles à pénétrer. Au sud du Mékong s'étend l'île de Bentré, vaste domaine où règne le colonel Leroy, métis et officier français, chef de milice catholique dont la valeur est reconnue. La richesse en riz de l'ouest cochin-chinois, le besoin de maîtriser les voies de transport ont amené le Viet Minh à s'implanter solidement dans la région. Leur emprise sur la population a été obtenue en 1947 par des démonstrations de force, menaces de mort vis-à-vis des notables des villages, souvent mises à exécution et parfois accompagnées d'atrocités. Attaque spectaculaire en avril 1947 du convoi des ministres. Embuscade réussie, dont celle du 12 septembre qui coûtera 18 tués à l'unité commandée par Bergerolles. Mais aussi
aussi une habile propagande avec diffusion d'images, étalage d'armement, de matériel détruit ou récupéré et d'ateliers. Photos de recrues à l'entraînement, attaque de poste. On a même trouvé des photos de prisonniers français sur papier glacé. Leur impunité est assurée par la proximité du refuge de la Plaine des Joncs, vaste zone inondée réputée infranchissable et donc propice à l'implantation d'une base logistique. Organisations populaires, militaires et administratives quadrillent la région et maintiennent la population sous tutelle. La nuit, les Viettes réquisitionneront les habitants pour transformer la route en touche de piano. Le matin, l'alerte donnée, nos unités récupèrent la même population pour reboucher, défaire et refaire. Sur la route de Chogao, d'importance vitale, c'est l'occasion de patrouiller et de faire la liaison avec le poste le plus proche pour détecter la présence viette. Dans la campagne, les postes se multiplient, parfois tenus par des milices, avec leurs murs d'enceinte en cocotier et aréquier. Leur effectif leur permet de sortir avec une patrouille. Ils contribuent à rassurer et informer la population et à maintenir le contact avec les notables, maillon important de l'administration et courroie de transmission de l'information. Les sectes les considèrent comme des places fortes d'où elles peuvent rançonner les habitants. La main-d'œuvre locale aide aux travaux d'aménagement. Chaque batterie gère un quartier dont dépendent un certain nombre de postes, parfois regroupés en sous-quartiers. Les locaux réquisitionnés peuvent y être confortables. Les postes disposent d'un émetteur-récepteur avec fréquence d'alerte et vacation lors des sorties. Les villages, très dispersés, sont constitués de paillotes avec parfois une maison en dur. Leurs habitants, pressurés de toutes parts, sont soumis à dure épreuve. Les enfants sont nombreux et avides d'apprendre. L'école est toujours la bienvenue. Elle est très fréquentée dès que la sécurité est assurée, ce qui sera de plus en plus le cas. En 1954, le long des canaux de la Plaine des Joncs, des postes auront été réimplantés, tels celui d'Apmidienne, au confluent de la Royau commerciale et du canal numéro 1, ou d'autres aux noms évocateurs, Marché 12, Marché 17.